Écoute, je sais que tu fais ça parce que tu as envie que ça marche. Je sais que tu fais ça parce que tu aimes cette personne et que tu as aucune envie de la laisser partir. Parce que la laisser partir, ça voudrait dire que tout s'effondre, qu'il faut tout recommencer à zéro, que tu vas perdre quelqu'un de très important dans ta vie. Et si je te disais qu'en fait, tu ne fais que forcer une relation avec une mauvaise personne? La situation que tu traverses, je la connais. J'ai vécu ça il y a de ça 2 ans. J'étais avec quelqu'un et très honnêtement, j'ai forcé cette relation du début à la fin. Ça a été très difficile. C'était la première fois que je me faisais quitter et je l'ai extrêmement mal vécu. J'ai vraiment eu ce sentiment de gâchis, de désespoir, non seulement parce qu'il m'avait quitté, mais en plus de ça parce que je savais depuis le premier jour que j'avais forcé une relation avec la mauvaise personne. Je ne vais parler que de 10 signes en particulier qui, selon moi, représentent les signes les plus importants. Mais bien évidemment qu'il y en a plein d'autres. Et peut-être que toi, tu considères qu'il y a des choses plus importantes que d'autres. Mais pour moi, si tu te reconnais dans ces 10 signes-là, c'est qu'il est déjà temps de partir. Le premier point essentiel pour moi, que j'ai remarqué en tout cas dans ma précédente relation, qui a fait que je me suis rendu compte que je forçais avec la mauvaise personne, c'est que j'étais tout le temps la seule à initier les choses. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple tous les plans que vous avez, les organisations de plans, les activités, ça peut être n'importe quoi. L'initiative ne devrait pas être unilatérale. Vous devriez être à deux, à proposer à 50-50. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Est-ce que ça te dirait de faire ci? Est-ce que tu voudrais faire ça? Je sais qu'on se retrouve aussi dans cette situation parce qu'on a tendance à avoir une personnalité un peu de pleaser, comme on dit en anglais, à savoir que tu essayes toujours de faire plaisir à la personne et que tu veut faire en sorte que la personne soit heureuse et soit contente en tout temps, en tout lieu. Sauf qu'en fait, ça rend pas du tout service à votre relation. Si tu es toujours à l'origine de toutes vos rencontres et que c'est toujours toi qui propose de vous voir, de faire des activités, etc., ça montre déjà un gros déséquilibre. Un deuxième déséquilibre qui pour moi est essentiel en fait et qui montre à quel point tu forces avec la mauvaise personne, c'est les déséquilibres dans les compromis. À partir du moment où tu fais des concessions tout le temps, sans jamais rien recevoir en retour, c'est déjà vraiment un mauvais signe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça montre à quel point il y a un déséquilibre émotionnel et un investissement émotionnel en fait dans cette relation. Si toi tu montres bien plus d'investissement et que du coup tu essayes de combler les vides entre guillemets que l'autre laisse, eh bien évidemment, non seulement tu vas faire ça pour rien, puisque l'autre personne ça va pas du tout la faire réagir, mais en plus de ça, ça va pas du tout résoudre le problème, au contraire, ça va l'exacerber. Les compromis dans une relation saine, ça se partage, c'est à deux, c'est 50-50. C'est pas juste toi qui dois sacrifier ton planning, ta vie, tes envies, tes amis, tes choix pour faire plaisir à l'autre et pour l'arranger. Non, ça fonctionne pas comme ça. Le troisième point pour moi qui est révélateur que tu forces une relation avec la mauvaise personne, c'est le manque de projet commun. Par exemple, ça fait déjà, je sais pas moi, 6 mois que vous vous voyez et visiblement, il n'y a aucun projet commun qui semble se profiler. Soit parce que tu n'oses pas en parler, parce que tu as peur, parce que tu as l'impression que tu vas te faire rejeter ou qu'il va peut-être refuser tout simplement, soit parce que tu attends de lui qu'il fasse quelque chose, qu'il propose quelque chose qui ne vient pas. Et en fait, à partir du moment où tu es déjà dans ce schéma de pensée-là, ou que toi, tu te restreins de faire quelque chose ou de proposer quelque chose qui soit un peu plus, comment dire, important et engageant qu'un simple week-end ou qu'une simple soirée en amoureux, par exemple, pour moi, c'est un signe que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que vous n'avez pas la même vision des choses et de la relation. Quatrième point, je dirais que c'est vraiment la communication toxique. Ça veut pas forcément dire ah on n'arrive pas à se parler, on s'engueule tout le temps, on n'est jamais d'accord, on est tout le temps en conflit. Oui, bien sûr, ça c'est déjà un gros problème. Je dirais plus que la communication est irrégulière, qu'il ressent pas forcément le besoin de communiquer avec toi jour après jour et que tout simplement vous n'arrivez pas à communiquer de la même façon. Par exemple, toi tu as besoin qu'il t'écrive plus régulièrement, que vous vous appeliez, que quand vous ne voyez pas, au moins qu'il y ait une conversation assez constante par message ou par appel. Et lui, tout simplement, ne ressent pas du tout ce besoin-là. Ou alors ne montre pas du tout d'effort de ce côté-là. Elle va juste envoyer un ou deux messages par-ci par-là et puis rien d'autre. Et pourtant, tu sais très bien qu'il le fait avec ses amis quand tu es avec lui.
Oui, je sais, c'est très frustrant. Je parle aussi de la communication verbale quand vous êtes ensemble, qu'il y ait beaucoup de malentendus, d'avoir tout le temps l'impression qu'il y a des reproches ou des incohérences ou bien juste une façon de communiquer qui ne te correspond pas. Peut-être que toi, tu es plus dans l'ouverture d'esprit et que tu essayes de dialoguer, et d'inciter la personne à dire ce qu'elle ressent, etc. Et peut-être que lui, eh bien, il est tout simplement fermé à ça et que dès que tu ramènes un sujet assez important sur la table, eh bien, il se ferme comme une huître ou alors il ne trouve qu'il n'y a aucun intérêt à ça. Et ça, c'est un signe très très fort. Le cinquième point, je dirais que c'est la justification constante. Et oui, tu justifies tout le temps ses comportements, tu expliques pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi il n'est pas venu à tel événement qui pourtant te tenait à cœur, et pourquoi soudainement il a décidé que ah ben non, en fait finalement ce soir je viendrai pas et je préfère qu'on se voit une autre fois. Tu justifies ça. Tu te dis ah mais non, il est occupé, ah mais non, il est fatigué, il a eu une dure semaine. Puis tu sais, en ce moment c'est difficile pour lui. Et puis, tu sais, il a eu une enfance très difficile. Son père a pas été très sympa avec lui. Et c'est quelqu'un qui souffre au fond, tu vois. Ouais, je sais. Je me suis répété exactement le même truc pendant des mois. J'ai trouvé des justifications encore et encore à son comportement. Et en plus de ça, eh bien, moi, je suis francophone, je suis quasiment bilingue en anglais, je dirais, et lui était anglophone, et donc on parlait en anglais. Déjà, ça rajoute une couche en termes de communication, mais en plus de ça, eh bien, moi, je justifiais certains comportements comme ah ben on s'est pas très bien compris parce qu'il y a la différence culturelle, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, il y a vraiment une différence culturelle, même si on n'a pas l'impression et que c'est l'Amérique du Nord, mais il y en a quand même. Voilà, il a ce trouble, donc forcément, eh bien c'est pour ça qu'il réagit comme ça, et c'est pour ça que j'ai pas d'attention, et c'est pour ça, et c'est pour ci, et c'est pour ça, et là, là, là. Tu trouves un milliard d'excuses, et à partir du moment où tu te sens obligé d'excuser et d'expliquer son comportement et de le justifier, c'est qu'il y a un déséquilibre. Le fait que tu minimises aussi certains comportements problématiques qui, tu le verrais chez une amie avec son mec, tu dirais non mais là c'est pas cool ce qu'il t'a fait. Non mais là sa réaction c'était un peu exagéré. Là par contre j'ai trouvé qu'il a été pas du tout présent pour toi quoi. Ça c'est assez révélateur. Je dirais que quand tu as des doutes et que tu te demandes est-ce que c'est mon attachement anxieux qui parle ou est-ce que c'est vraiment les faits qui parlent, pose-toi la question de qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que je ferais si je voyais une amie proche être dans cette situation. Et crois-moi, très souvent, la conclusion c'est ah non, je lui dirais de partir. On en a déjà un petit peu parlé, mais je dirais que le sixième point, c'est le soutien absent. Il ne te soutient dans absolument aucune de tes initiatives ou alors très légèrement. Il ne te pose aucune question sur tes projets, sur juste ta vie au quotidien. Il ne te soutient pas dans tes efforts perso comme pro et il semble complètement indifférent face à tes échecs ou à tes succès. Alors attention, là il y a encore une petite demi-mesure, c'est que peut-être qu'il s'y intéresse un petit peu dans le sens où tu vas lui en parler, il va t'écouter, peut-être te poser une ou deux questions, mais là, quand je parle de soutien, j'entends vraiment quelqu'un qui va être là pour toi quand tu as des doutes sur tel ou tel projet, qui va vraiment t'encourager à aller plus loin. Ça, vraiment pour moi, c'est essentiel. Dans une relation, on doit se pousser vers le haut, on doit s'apporter du bonus, on doit s'apporter un encouragement, un soutien au quotidien. Et même si c'est un peu maladroit et que la personne, bah, c'est pas forcément son fort de base d'être présent pour la personne, etc. Mais quand tu aimes une personne, c'est juste naturel et tu as envie que la personne, elle rencontre le succès et tu as envie d'être là pour elle quand elle échoue en fait, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui a été très révélateur, moi, dans mon ancienne relation. J'avais beaucoup de projets en cours dans ma vie perso, dans ma vie pro, et je n'ai jamais reçu un seul soutien de sa part. J'étais à l'initiative dans le sens où j'en parlais avec lui, où je lui demandais son avis, mais il ne considérait jamais sa position comme importante en fait dans ma vie. Il ne me consultait jamais dans ses prises de décision personnelles ou professionnelles. Mon avis ne comptait pas plus que ça pour lui. En tout cas, il était moins important que tous ses amis et sa famille. Il ne cherchait pas forcément ni le soutien ni l'encouragement que je pouvais lui apporter. Et ça n'avait aucun impact sur lui. Alors que moi, c'est tout ce que je cherchais en fait, c'est tout ce que je voulais. Je voulais qu'il soit dans ma vie, je voulais qu'il me soutienne et je voulais qu'il soit là pour moi. Et en fait, ça, je l'ai beaucoup forcé. Et ça, c'est pas quelque chose que tu forces. Si la personne, elle est pas là pour toi et que naturellement, elle a pas cette envie de te soutenir, c'est pas la personne pour toi. Le septième point, je dirais que c'est l'isolement social. J'entends par là qu'il porte très peu d'intérêt à ta situation familiale,
à tes amis tout simplement. À savoir, vous faites toujours des choses avec ses amis, mais quand il s'agit de faire des choses avec tes amis, soudainement, il n'est plus disponible ou il a d'autres priorités ou il n'a pas envie tout simplement parce que pour lui, c'est du temps qu'il aurait pu passer avec ses amis ou à faire d'autres choses. Clairement, c'était ma situation dans ma précédente relation aussi où on passait vraiment beaucoup de temps avec ses amis, où il accordait beaucoup plus d'importance au temps qu'on passait avec ses amis. En fait, en parallèle, en 7 mois de relation, si on a dû faire 2, 3 sorties maximum avec mes amis, ça s'arrête là. C'est même pas parce qu'il montrait vraiment qu'il en avait pas envie, et honnêtement, si le mec te dit bah j'ai juste pas envie d'être avec tes amis, ça devrait être un énorme red flag. Soit t'as des amis qui sont pas sympas, mais ça m'étonnerait fortement, ou bien c'est juste quelqu'un qui n'est tout simplement pas la bonne personne pour toi. J'avoue que moi ça a été vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à prendre conscience parce que à cette période de ma vie, j'avais pas beaucoup d'amis. Je me suis plutôt réfugiée dans son groupe d'amis à lui parce que de base, j'accordais aussi plus d'importance à sa vie que plutôt la mienne, ce qui est déjà très mauvais signe, hein, on est bien d'accord. Mais je dirais que si, de par son comportement, il te pousse à t'isoler de tes proches, aux gens que tu aimes, aux gens qui t'apportent un soutien réel et quotidien, c'est mauvais signe. Et en plus de ça, ça pourrait être signe d'un potentiel pervers narcissique. Et ça, c'est vraiment, vraiment à fuir. Et enfin, on arrive aux 3 derniers points qui, selon moi, sont extrêmement, extrêmement importants. Et si, au pire, tu te sens concerné par les 3 derniers points que je vais citer là, il va vraiment falloir que tu te poses les bonnes questions et que tu te demandes concrètement pourquoi je reste dans cette situation, pourquoi je reste avec cette personne qui non seulement ne me comble pas, non seulement ne me rend pas heureuse, mais en plus de ça me rend malheureuse et me pousse dans des insécurités qui sont en train de me détruire en fait, tout simplement. Le 8e point, c'est donc la fatigue émotionnelle. Cet épuisement, ça peut être parce que tu vas passer ton temps à essayer d'avoir son attention, parce que tu vas essayer d'organiser des choses, parce que tu vas essayer de toi faire des efforts, de toi faire des compromis, de toi essayer de mieux le comprendre, d'essayer de savoir pourquoi en fait tout simplement cette relation n'arrive pas à marcher alors que tu donnes tellement du tien, tellement, tellement. Et en fait à force de donner autant de ta personne, on n'est même plus à 100%, 0%, on est à 150, moins 150 au niveau de l'énergie donnée dans cette relation. Cette surcharge émotionnelle que tu ressens, c'est parce que tu donnes beaucoup trop d'énergie à essayer de maintenir cette relation, à essayer de garder cette personne auprès de toi, alors que cette relation ne fonctionne pas, alors que cette personne n'est pas la bonne pour toi. Et je sais à quel point c'est terrible de s'en rendre compte, et je sais à quel point on a envie de se raconter une histoire différente dans notre tête, mais si tu te sens épuisé émotionnellement, si tu sens que toutes ces choses ont un impact vraiment négatif sur ta vie et que tu te sens stressé, angoissé en permanence, il est temps de partir. On en a parlé et le 9e point, c'est le doute permanent. Tu doutes absolument tout le temps. Tu te remets constamment en question. Dès que vous vous voyez, que tu rentres chez toi ensuite, tu te dis « Oh, j'ai dit ça, j'aurais pas dû. Oh, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Oh, j'aurais peut-être dû lui dire ça à ce moment-là. Oh, j'aurais peut-être pu agir de cette façon plutôt que de m'énerver ou plutôt que de me mettre à pleurer. Oh, il va encore croire que ceci. Oh non, il va encore croire que je suis comme ça. » En fait, ce doute permanent, cette remise en question permanente doit être un signal fort, doit être une sonnette d'alarme pour toi. Tu ne devrais pas être constamment en train de te poser des questions sur comment tu as agi, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment, comment réparer la situation, comment faire en sorte qu'il ne soit pas ennuyé, en colère, lassé, comment faire pour garder son attention, être toujours au top du top du top pour qu'il soit toujours au final intéressé par toi. Ce doute permanent, il est vraiment mauvais signe. Et en fait, le problème, c'est que ça nourrit quoi? Ton insécurité. Ton insécurité qui est sans cesse nourrie par ce genre de questionnement, par ce genre de remise en question. Et à aucun moment, tu remets en question la relation en elle-même ou bien son comportement à lui, sa façon d'agir à lui. Non, tu remets tout sur toi et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un signal que tu forces une relation. Tu es constamment dans l'incertitude, tu ne sais pas ce que va être demain, tu ne sais pas comment même la fin de journée va se passer, comment le prochain rendez-vous va se passer. Est-ce que tu vas
être à la hauteur, parce que c'est ça qu'on se dit dans ces moments-là. En plus, si tu as un attachement anxieux, si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, je te la laisse juste ici. Peut-être que tu te reconnaîtras dans ça et peut-être que ça t'apportera des clés aussi pour comprendre pourquoi tu te mets dans ces situations-là. C'est ça, c'est une incertitude constante qui fait que l'avenir, qu'il soit proche ou loin, est constamment une peur de se dire il va me quitter. Non, il va me quitter demain, c'est sûr. Si je dis ça, si j'agis comme ça, il va finir par me quitter, c'est certain. À ce doute constant, il y a forcément la peur qu'il te quitte en fait. Et moi, c'était ça, les derniers mois de ma relation, je dirais la moitié même de ma relation, pour ne pas dire toute la relation, j'avais peur qu'il me quitte. Et c'est arrivé. C'est arrivé parce que dès le départ, au fond de moi, je savais que cette relation n'était pas viable. Je savais que cette personne n'était pas la bonne pour moi. Mais j'ai pas écouté tout ça. J'ai pas écouté parce que je voulais absolument cette relation de couple, parce que je voulais absolument que ça fonctionne, et parce que mon attachement anxieux faisait que j'étais persuadée que c'était à moi de faire les efforts, que c'était moi le problème. Et enfin, on arrive au 10e point, qui selon moi est la base de tout, et honnêtement, on pourrait résumer tous ces points en un seul point, qui est le manque de confiance. Tu n'as plus confiance en lui, tu n'as pas confiance en lui, tu n'as jamais eu confiance en lui. La confiance, c'est vraiment la base d'une relation saine. Vraiment, sans la confiance, il n'y a rien. Tu as beau ressentir de la passion pour la personne, tu as beau ressentir une énorme connexion, une complicité, un lien qui serait si particulier, si unique, quelque chose que tu n'aurais jamais vécu. Si tu n'as pas confiance en la personne, ça ne marchera jamais. Crois-moi, ça ne marchera jamais. Tu auras beau essayer toutes les stratégies du monde. Tu auras beau essayer de tout essayer, honnêtement, même d'essayer de le manipuler, d'essayer de te faire croire des choses, d'essayer de te raconter une histoire dans ta tête. Tu auras beau tout faire, si tu ne ressens pas la confiance envers cette personne et plus globalement envers cette relation, ça ne marchera jamais. Et attention, là on parle de confiance factuelle, c'est-à-dire que tu peux manquer de confiance envers quelqu'un parce que finalement tu manques de confiance en toi, parce que ton attachement anxieux te pousse à avoir peur, donc à manquer de confiance. Mais là, on parle de confiance factuelle. Tu sais, il y a ces petits signes-là qu'on sent qu'on n'est pas folle, n'est-ce pas, hein? On n'est pas folle, on sent qu'il y a quelque chose, on sent que la personne nous cache quelque chose. Il faut que tu te rattaches à des faits, vraiment. Ça m'est personnellement jamais arrivé, en tout cas de ce que je sache, mais je pense sincèrement que ça m'est jamais arrivé de me faire tromper ou tout simplement qu'on me mente et qu'on soit juste malhonnête envers moi. Je dirais que dans ma situation, mon ex me disait je t'aime, évidemment. Il m'a dit je t'aime plein de fois, on se le disait tout le temps d'ailleurs. Quelques mois après la séparation, quelques mois après qu'il me quitte, il m'a avoué qu'en fait il ne m'avait jamais aimé et qu'il s'était toujours forcé à me dire je t'aime, qu'il ne l'avait jamais ressenti, qu'il regrettait énormément cette relation, que bref, en gros, je lui avais mis un couteau sous la gorge et qu'il ne m'avait jamais aimé et que j'étais un horrible personnage. Et honnêtement, je ne saurais jamais vraiment pourquoi il a fait ça, mis à part qu'il était dans une nouvelle relation et que visiblement il faisait ressentir à sa nouvelle copine de l'insécurité, comme c'était le cas de moi et de son ex avant moi. Mais bref, passons. Je parle vraiment de confiance dans le sens où tu sens qu'il y a quelque chose de pas sincère. Tu sens qu'il y a des actions ou des comportements qui sont réels, tu n'inventes pas. Ce n'est pas ton imagination qui s'imagine des choses, ce n'est pas toi qui es en train de t'imaginer des choses dans ta tête, c'est concret, ou ça peut être juste de la confiance, pas forcément liée à d'autres meufs, hein. La confiance en ses sentiments et en sa volonté d'être avec toi. Et tout ça, c'est des petites choses, des petites situations qui font que tu perds confiance en lui. Tu perds confiance en la relation. Voilà, c'était les 10 signes majeurs, selon moi, qui montrent que tu forces une relation avec la mauvaise personne. Je pense également que les valeurs sont très importantes, évidemment. Si tu ne partages pas les mêmes valeurs que ton mec, des valeurs très profondes et des valeurs qui te sont chères, à terme, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait fonctionner, bien que certaines personnes y arrivent. Donc voilà, les valeurs, je les mets vraiment encore à part. Et aussi tout ce qui est abus et violence, ça c'est intolérable et ça ne rentre pas dans cette liste. Si tu te retrouves donc dans tout ce que je viens de te dire, je sais à quel point tu dois souffrir. Je sais à quel point chaque jour doit être très compliqué pour toi parce que tu dois probablement avoir conscience que cette relation n'est pas bonne pour toi, que cette personne n'est pas bonne pour toi. Dis-toi bien une chose, c'est déjà énorme de regarder les choses en face
et de les assumer et de les reconnaître et de se dire: «OK, j'accepte la situation, je la regarde en face et je ne vais plus me mentir à moi-même, je ne vais plus nier les faits, je ne vais plus nier comment je me sens et je vais enfin prioriser mon bien-être et comment moi je me sens dans la situation.» Si tu trouves le courage de mettre fin à tout ça, vraiment, tu as tout mon respect. C'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire dans ma précédente relation. Ça faisait déjà plusieurs semaines que j'hésitais vraiment à le quitter. J'en parlais déjà avec ma psy depuis quelques mois. Et en fait, même dès le départ, je savais au fond de moi que cette relation ne fonctionnerait pas. Et si tu arrives déjà à être honnête envers toi-même et de reconnaître tout simplement que cette relation ne te convient pas, te rend malheureuse, un jour ou l'autre qu'elle va devoir s'arrêter, c'est déjà un énorme progrès, un énorme pas en avant. On prendra le temps d'essayer de décortiquer comment tu peux te sortir d'une relation qui te rend malheureuse, parce que je sais qu'on se sent très seul dans ces moments-là. N'oublie jamais que ton bonheur, que ta personne est la plus importante dans ta vie et que tu mérites tout le bonheur du monde, que tu mérites d'être épanoui et d'avoir tout simplement quelqu'un qui est là pour toi, qui fait absolument tout l'inverse de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui et qui t'apporte vraiment une sérénité et juste une paix intérieure en fait, qui ne va pas constamment mettre de l'huile sur le feu de tes insécurités et qui va pas constamment te faire te remettre en question et t'épuiser en fait, et t'épuiser constamment. Courage à toi, à bientôt.